Voilà, alors il y a des micros dans les escaliers, alors libre à vous. Allez-y. Bonjour. En fait, je suis très, très impressionné là, par les présentations qu'on vient d'avoir. Et ma principale question, en fait, c'est que je nous souhaite évidemment à tous là, de multiplication de projets générateurs comme les vôtres. Et en fait, bien sûr qu'on ne peut pas avoir des fromageries dans toutes les églises du Québec, là, mais autrement, on a deux exemples de projets sociaux et de projets d'affaires. Et donc, dans les deux cas, comment on peut dupliquer ou répéter ces expériences-là? Au niveau des affaires, par exemple, ouais, est-ce que maintenant, vous avez exploité tout le potentiel qu'il pouvait y avoir là, de gens là, qui pouvaient se greffer à un projet comme ça, ou on peut le dupliquer plusieurs fois? Au niveau social, ben, c'est toute cette énergie-là là, que ça nécessite encore là. Est-ce que ça prend uniquement des Madame Lavigne comme vous là, à répéter là, plusieurs fois, ou si ces modèles-là là, se retrouvent duplicables, là, parce que le problème est généralisé à la province, là? Est-ce que vous voulez commencer? Ou... Allez-y. Je vais vous dire que même juste avec mes deux collègues qui sont ici, ça prend quelqu'un qui a une vision et qui vont refuser de accepter de arrêter cette belle défi, on va dire. C'était très, très difficile, je suis sûre, avec les autres personnes qui sont ici aussi. C'est sûr qu'on peut tous nous parler pour des heures au sujet de ça. On a décidé de faire des autres choses aussi qui sont pas faites très facilement dans l'immobilier, c'est qu'on partage nos informations. C'est-à-dire, on a fait un partenariat avec la Fondation McConnell, qui est une fondation autour du Canada qui travaille en innovation sociale. Et on fait toute la documentation de tous nos défis, soit de zonage, soit de nos documentations du patrimoine au sujet de rénovation, construction et tout ça, qu'on est en train de mettre tout ensemble pour que là, on donne ça comme une boîte d'outils pour les autres personnes autour du Canada qui veulent peut-être soit faire une église, mais on a aussi des autres types d'immeubles qui sont sous-utilisés, soit les écoles, soit les stations de poste, les stations de pompiers. Il y a plein des anciens immeubles qui sont mal utilisés, sous-utilisés ou pas utilisés. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on a besoin d'espérer, de toujours faire démolir les anciens immeubles pour refaire des nouveaux tours de, je ne sais pas, quelque chose. Alors, je vais dire que oui, c'est réplicable, mais c'est aussi très important que vous preniez le caractère de le quartier où il y a l'immeuble. Parce que les histoires, les trois que vous avez vues ici, mais sûr, avec les autres que vous êtes en train de soit découvrir aujourd'hui ou non, vous êtes à côté d'une ferme. Vous êtes dans un quartier qui est complètement différent que le nôtre. Mais si on garde la vision d'un être humain, qu'une église était un lieu de rassemblement, on a toutes les différentes solutions qu'on pourrait proposer à des autres immeubles. Pour répondre à votre question, effectivement, c'est une question qui nous a été posée très longtemps parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on est dans ces requalifications-là. On a travaillé sur 2 églises. Mais la problématique est la suivante, c'est qu'on ne peut pas réappliquer un modèle qui a marché et le répliquer de facto ailleurs. On voit bien que ça n'a pas marché et en plus c'est pénalisant. Je vous dirais que si par exemple dans le coin du quartier Saint-Roch ou à Québec, on commencerait à implanter par exemple 4-5 autres salles multimédia, d'autres contextes de carrefour communautaire, etc., la viabilité ne serait plus là et l'unicité ou le positionnement particulier du statut de cette église-là ne serait plus viable. Donc effectivement, il y a la notion d'abord de quartier. Il y a la notion aussi d'aspect physique de votre église. Elle vous permet quoi ? Quelles sont les parties à préserver ou non ? Et il y a toute cette notion de comment je vais faire vivre après à long terme, parce que financièrement, il faut que ce soit rentable, malgré tout. Même si on veut que ce soit un lieu ouvert, etc. Même si toute la partie humaine ou sociologique est d'un point de vue intérêt primordial, sous-jacent, vous avez toujours la question pécuniaire qui est en arrière-plan. Alors on voit par exemple les projets aussi dont on pourra vous parler avec Saint-Jean-Baptiste, magnifique, centre de généalogie francophone. Il y a un groupe de jeunes qui dans Limoilou, que vous allez entendre tout à l'heure, fait un travail extraordinaire depuis
quelques années. Donc c'est en fait toute la notion de créativité, d'entendre, d'ouverture et de ne pas s'enfermer et de coller vraiment avec un produit presque, on parlerait presque en marketing, là, un produit unique. Qu'est-ce qui fait que votre produit est ce qu'il est et qu'est-ce qu'il a apporté, quelle est la plus-value de... Voilà. Bien. D'autres questions, commentaires? Vous avez les micros sont ouverts. Bonjour, mon nom est Chantal Bello, je suis administratrice économe à l'archidiocèse de Gatineau, nouvellement arrivée en poste. J'ai 25 ans à mon actif d'expérience en développement économique et en entrepreneuriat. Alors, je voudrais vraiment vous féliciter pour vos témoignages aujourd'hui et je trouve vos projets tout à fait inspirants. C'est d'actualité. En fait, chez nous, on vit cette situation-là et on se pose beaucoup de questions dans la région de l'Outaouais. Alors, merci d'avoir échangé. Ma question est en deux volets, en fait. Le premier volet, c'est si vous aviez des conseils à donner pour des gens qui veulent s'embarquer dans cette aventure-là, que ce soit par 2 ou 3 conseils chacun, de trouver un leader ou un ambassadeur, de s'allier, des choses à faire, mais aussi des pièges à éviter. Alors, quelles leçons on peut en tirer? Dans les 22 ans que j'ai travaillé dans le domaine de l'immobilier et même le 10 ans avant en travail social, c'était mon travail pour faire le projet du Salon 1861. C'était mon plus grand défi et c'était le plus difficile. Alors, je ne vais pas dire que c'est très facile de trouver la rentabilité et la construction. Il y a tellement de différentes silos, on va dire, de les défis, parce que ce n'est pas juste une défi, parce que les immeubles habituellement sont pas rénovés. Il y a des problèmes physiques, il y a des problèmes du quartier, on va dire. Si le quartier était vraiment très bien organisé, habituellement, les églises sont utilisées. Alors, on a besoin de regarder ces types de défis-là. Je pense, si je pourrais retourner il y a 5 ans, je vais dire le plus important, c'est de vous entourer de la communauté autour de vous et trouver des championnes pour faire aider de travailler votre projet. Pour nous, notre plus gros défi, c'était pas la construction, la rentabilité, c'était le changement de zonage. Alors, c'était quelque chose qu'il y avait plein de différentes questions et pour des bonnes raisons. Mais parce que ce n'était pas vraiment fait avant pour les promoteurs immobiliers qui ne veulent pas faire des condos ou soit des OBNL, parce qu'il y a des différents règlements pour les OBNL, pour les anciens immeubles comme les églises, surtout à Montréal, je ne sais pas autour du Québec. C'est une grande difficulté pour regarder que si on a besoin de faire l'innovation, les règlements, comme vous avez mentionné au sujet de bâtiments et des choses comme ça, on veut sauver notre patrimoine, mais on ne met pas les conditions propices à faire sauver notre situation, on va dire. Et là, c'est sûr que vous avez 2 autres personnes qui ont travaillé très, très fort, mais je suis sûre que vous avez aussi eu des défis au sujet de les documents, les règles et tout ça. Pour nous, le moins pire, je dirais que ça a été... d'abord, ces projets-là, quand on parle d'église, là, ça touche énormément l'émotion. Ça, c'est d'abord, comme vous venez de dire, ça prend quelque chose où on a quelque part l'appui de la communauté. On sentir, en tout le moins, que la communauté est derrière nous. On avait toute la grande région de Nicolette, je pense, qui était autour de nous dans ce projet-là, mais en quelque part, les gens autour de nous, les premiers répondants, c'est les gens qui sont autour de cette église-là, qui l'ont vécu, qui la sentent, qui sont proches de nous. Ils doivent être obligatoirement, ou à tout le moins sentir, on doit ressentir qu'ils sont avec nous. Et ça, nous, dans un projet comme ça, c'est un projet privé, je tenais à ce que ce soit quelque chose qui revienne dans la communauté.
Mais on avait aussi fait nos preuves avant parce qu'on avait pris possession du presbytère. Donc, un presbytère que les gens avaient vu qu'on n'avait pas gâché le bâtiment. Parce qu'on avait gâché le presbytère, on n'aurait pas été capable de prendre possession d'une église, là, et surtout de l'église juste à côté. Et ça, l'élément le plus précieux pour nous, comme vous disiez, c'est d'avoir, comme vous l'avez fait chez vous aussi, c'est d'avoir la communauté et les émotions, et garder ces projets-là avec une âme. C'est ce qu'on avait de plus précieux dans l'Église, de conserver une âme. Deuxième, la chose la plus difficile, bien sûr, c'est l'envers de ça, ce serait d'être pris, d'être confronté avec une communauté qui n'en veut pas. Et ça, on peut avoir le plus beau projet au monde, d'en faire le plus beau des buildings, mais si les gens autour de nous n'en voulaient pas, ce serait le pire, mais le pire embûche qu'on ne pourrait pas vivre. Alors, à travers ça, à travers les défis de patrimoine, à travers les défis d'architecture, à travers les défis de rentabilité, il y a le défi d'être appuyé par sa communauté. À tout le moins, c'est ce que j'ai trouvé de plus précieux à travers les 3 ou 4 dernières années qu'on a travaillé sur ce projet-là. Puisque presque tout a été dit, j'aimerais quand même mettre l'accent sur la notion physique, sur le carnet de santé et sur ce qui va vous attendre dans la restauration de cet édifice-là. Alors, c'est de bien comprendre, est-ce que j'ai droit à des subventions? Je peux aller les chercher où? Comment est-ce que je peux planifier un financement? Est-ce que la population peut être derrière? Est-ce que je peux être créatif avec des levées de fonds? Quels sont des commanditaires que je peux aller chercher, etc. Il y a tout un travail à faire. Après, il y a tout le savoir-faire, et ça, c'est une autre question. Et par contre, vous êtes très bien servi au Québec, parce que d'abord, avec le Conseil du patrimoine religieux, qui restaure et qui travaille et qui est dans le milieu, peut vous apporter énormément d'aide à ce niveau-là. On a des architectes aussi qui sont spécialisés. Il ne faut pas oublier que les villes prennent des initiatives aussi magnifiques en matière de restauration, de développer des techniques, de développer des fascicules, de faciliter un petit peu la compréhension de comment on doit restaurer correctement. Mais il faut y penser. Il faut le mettre sur table, il faut se renseigner, il faut vraiment s'entourer. Partez pas en cavalier seul, entourez-vous de toutes les expertises que vous pouvez avoir et qui sont disponibles. Très bien. Alors, ben merci pour cette réponse en 3 volets, une question à 2 volets. Voilà. D'autres questions? Allez-y, il nous reste encore un peu de temps. J'aurais peut-être une question, moi, pour Mme Lavigne, mais en fait, vous nous avez beaucoup intéressé avec votre idée du compagnonnage et des métiers, développement des métiers liés à la restauration. Parlez-nous un peu de cette... parce qu'évidemment qu'il y a un lien direct avec les enjeux dont vous nous avez parlé. Alors, comment vous voyez cet apport dans la mission de la Fondation et l'avenir de ces bâtiments-là? Alors, la Fondation est en train de devenir un institut des métiers patrimoniaux du bâtiment. Et en fait, on est arrivé à ce projet-là rapidement, juste pour l'expliquer. Gestionnaire de 2 églises, on s'est trouvé confronté à la réalité de ne pas trouver les artisans, parfois, dont on avait besoin pour restaurer nos édifices. Bien entendu, on parle de marbrier, par exemple. Ou si on parle d'ébénisterie d'ornementation, on ne parle pas de l'ébéniste qui va vous faire des armoires magnifiques. Restauration de vitrail, on a des maîtres verriers fabuleux. Mais les savoir-faire patrimoniaux du bâtiment se perdent parce qu'il y a une réalité au Québec qui est celle de la construction au Québec, avec ses normes, avec ses lois, avec ses cartes de compétences, etc., et qui exclut ces artisans et cette catégorie particulière d'artisans-là, qui sont persona non grata sur les chantiers, qui n'ont pas de carte de compétences, travaillent dans l'illégalité. Par ce fait même, à ce moment-là, l'employabilité est évidemment menacée. Et un jeune, d'abord, qui n'est pas au courant que ces métiers-là peuvent exister, qui ne peut pas en vivre, qui n'a pas de sécurité ni d'assurance pour exercer ce métier-là. Voilà. Donc il y a tout un contexte et une structure au Québec qui fait que ça ne favorise pas ces métiers-là et le travail de la Fondation depuis 5 ans. Et je dois dire que l'écoute est excellente, l'accueil au niveau gouvernemental et des différents ministères est excellente, la volonté politique est là, et de créer une formation véritable de ces métiers-là et de les réintroduire. Et justement, quand on parlait de trousses et de kits pédagogiques, etc., nous travaillons avec les pays européens qui sont bien en avance à ce titre-là pour justement déjà présenter à des jeunes en secondaire, etc., quels sont ces métiers, comment on les travaille, et retrouver la valeur aussi et la fierté du savoir-faire. Un savoir-faire, un maçon qui va savoir quel type d'enduit il va utiliser, comment il va pouvoir travailler sur une pierre. Donc, voyez-vous, c'est tous ces métiers-là qu'on veut remettre à l'honneur et y implanter en même temps
une marque et un label de prestige véritable qui fait foi de la bonne connaissance. Donc on parle de la Régie du bâtiment, on parle de la Commission de la construction du Québec, bien sûr, mais on parle aussi du travail avec la ville et des donneurs d'ouvrages et d'ordre des architectes, bien entendu. Donc c'est un volet qui est très large, mais l'espoir est de reconstituer une relève pour tous ces métiers-là et de les remettre à l'honneur, comme ils le méritent. Mmh. Ça va être à suivre, évidemment. C'est un enjeu qui nous concerne et nous fait beaucoup réfléchir ces temps-ci. Dernière question, dernier commentaire, c'est votre chance. C'est bon? On a fait le tour. Écoutez, pour remercier nos 3 conférenciers, je vais inviter Jocelyne à leur remettre un présent, voilà, pour les remercier. D'ailleurs, peut-être que ça vous intrigue, ce que nous remettons à nos conférenciers. Ce sont des produits de l'île d'Orléans. Alors, voilà, un terroir symbolique, un terroir que nous apprécions beaucoup. Alors, on voulait leur souligner cette contribution. Alors, merci à vous 3. Ça a été très intéressant.